Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Réfoy un des principaux infectiologues français, une des personnalités marquantes de la pandémie de Covid, le professeur Éric Côme. Bonjour professeur. Bonjour. Mais vous n'êtes pas avec nous pour parler de cette épidémie du Covid, ce que vous avez fait dans un précédent ouvrage, Urgence sanitaire chez Robert Laffont en 2020, ni de la maladie de Lyme à laquelle vous avez consacré un ouvrage au titre explicite. Maladie de Lyme, réalité ou imposture chez Bouquin Édition en 2021. On en parlera dans la seconde partie de l'émission, ouvrage qui vous a valu critiques et menaces. Non, vous êtes aujourd'hui notre invité pour votre dernier opus, Sexe, les nouveaux dangers, paru chez Bouquin Document, où vous lancez un cri d'alerte qui a déclenché un vif débat médico-social et éthique. Je passe tout de suite la parole pour l'entretien de 22 minutes au docteur Serge Rafale. Bonsoir, docteur Serge Rafale. Nicolas. C'est à vous. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Professeur Côme, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être à nouveau parmi nous pour votre dernier ouvrage, Sexe, les nouveaux dangers, Bouquin Édition. Avant de prendre connaissance des tenants et des aboutissants de cette polémique, il est bon de rappeler que vous êtes spécialisé en dermatologie et en maladies infectieuses. Vous avez été chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière jusqu'en 2022. Et c'est de l'Hôtel-Dieu de Paris, où vous êtes à présent consultant, que vous abordez une question sanitaire majeure en tirant, je dirais, comme à votre habitude, la sonnette d'alarme, une obligation morale, dites-vous. Vous mettez en effet en garde contre la résurgence des infections sexuellement transmissibles liées à une prévention de la sexualité que vous dénoncez. Vous vous en prenez en particulier à la PrEP. Nous allons bien sûr préciser ce terme que la majorité de nos auditeurs entend probablement pour la première fois. PrEP qui, pour protéger certains groupes à risque, nous y reviendrons, fait courir à l'ensemble de la population le risque d'une résistance croissante aux antibiotiques et possiblement aux antiviraux et la menace de maladies émergentes qu'on a vu poindre avec la variole du singe. Depuis 2018, vous essayez en vain, en effet, d'alerter sur les politiques actuelles de prévention, trop exclusivement centrées sur le VIH et pas les IST, considérées par beaucoup comme des infections mineures banales, je l'ai mis entre guillemets. Vous êtes à la fois peu soutenu par vos collègues pour diverses raisons, et la cible de groupes de pression et de lobby. C'est ça ? Oui, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Après, le livre, je pense, a atteint son objectif politique, malgré les critiques dont j'ai été l'objet. Parce que je ne peux pas m'empêcher quand même de constater que dans le mois qui a suivi la sortie de mon livre, le préservatif a été pris en charge à 100%, alors que ce n'était pas le cas et que c'était même le principal objet de mon livre. Je n'ai jamais trop critiqué la PrEP, en fait. Je dénonçais le fait que la PrEP était remboursée à 100%, alors que le préservatif, lui, ne l'était pas. C'est-à-dire que d'un côté, on avait un outil de prévention coûteux qui ne prévenait qu'une maladie chez certaines personnes qui étaient juste remboursées à 100%, et de l'autre, on avait un outil universel qui valait pas un rond et qui n'était pas pris en charge à 100% par la Sécu. Donc ça, dans le mois qui a suivi la sortie du bouquin, Macron a décidé que le préservatif était pris en charge. Et puis, après, il y a eu le papillomavirus. Dans les 3 mois qui ont suivi la sortie du bouquin, Macron a décidé, ce que je dénonçais dans mon livre aussi, la mauvaise couverture sanitaire sur le papillomavirus en France, c'est un scandale, quelque part, par rapport aux autres pays développés comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, bref, les pays qui sont mis à la vaccination papillomavirus beaucoup plus tôt que chez nous. Ça, il y a vraiment un vrai problème. Dans les 3 mois qui ont suivi la sortie de mon bouquin, la vaccination papillomavirus, Macron décidait qu'il fallait vacciner les enfants en 5e. Et je crois d'ailleurs que c'est aujourd'hui même que les enfants sont vaccinés, si les parents donnent leur accord, évidemment, contre le papillomavirus dans les classes de 5e. Donc finalement, je suis assez content de ce coup-là. Alors, avant de parler précisément de la PrEP, je voudrais qu'on dise un mot en fait de la réapparition de complications. Vous dites qu'on n'observait plus depuis les années 70-80. Oui, en fait, c'est un problème de dénominateur, en fait. C'est-à-dire que si vous n'observez plus d'infections sexuellement transmissibles, ce qui était le cas dans les années 80, enfin non, pas 80, mais les années 90
en tout cas, c'est-à-dire avec le safer sex, puisque c'était la seule barrière qu'on avait à l'époque contre l'infection VIH. Le safer sex, c'était une prévention contre l'ensemble des infections sexuellement transmissibles, dont l'infection VIH, évidemment. Et avec le safer sex, du coup, on n'avait plus d'infections sexuellement transmissibles. Et puis, à partir du début des années 2000, abandon progressif du safer sex, puis dans les années 2010, remplacement du safer sex par la PrEP, ce serait jamais dû être le cas. La PrEP aurait dû être vue comme un complément du safer sex, mais en aucun cas le remplacer. Et en fait, progressivement, c'est en train de le remplacer, en tout cas dans les groupes les plus à risque, que sont ce que j'appelle les hypersexuels. Et malheureusement, on oublie le préservatif, on oublie le safer sex, et du coup, les IST réaugmentent. Et donc, du coup, on revoit les complications des IST, et on revoit des IST émerger. Vous allez, professeur Combe, un petit peu trop vite pour nous. Je voudrais que vous nous explicitiez le safer sex avant de parler, bien évidemment, de la PrEP. Le safer sex, c'était en fait un ensemble de recommandations. C'est un terme anglo-saxon. Oui, c'est un terme anglo-saxon. On peut utiliser le terme québécois qui est pas mal, que j'aime bien, c'est sécurisex, le terme québécois. Les Québécois ont toujours des très bonnes idées pour pallier notre dérive à utiliser trop de termes anglo-saxons. J'aimais bien le ABC. Alors, ABC, vous parlez dans votre livre. Oui. Alors, vous dites abstinence. Ouais. Le B, c'est be faithful, fidélité. C'est condom comme préservatif. Oui, c'était un assez bon résumé. ABC, effectivement, ABC des anglo-saxons. Effectivement, c'est un très bon résumé, mais il n'y a pas que ça, en fait, dans le safer sex. Donc, c'était un résumé qui était un peu réducteur pour certains. Le safer sex, c'est un peu plus large que l'ABC, mais bien évidemment, ça comprend l'abstinence. Mais par exemple, vous voyez, un exemple de safer sex, c'est diminution du nombre de partenaires sexuels, diminution du nombre de relations sexuelles non protégées, en plus de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire principalement le préservatif. Et l'abstinence peut éventuellement être un choix, évidemment, mais c'est un choix pas très réaliste. Vous expliquez d'ailleurs le safer sex a progressivement disparu avec le décès des anciens militants et a fait place à d'autres pratiques où la prévention prend en compte le plaisir et la sensualité, qui n'impliquent évidemment pas le préservatif. Oui, c'est pas incompatible, le plaisir et la sensualité avec le préservatif. Je pense que c'est une vue de l'esprit de penser que c'est incompatible. Alors, vous expliquez, vous dites il n'y en a plus que pour le dépistage, la prévention médicamenteuse et la séropopularité. Déclaration en 2020. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même l'hygiène de base, disons, le safer sex en matière de sexualité, finalement, effectivement, est en train d'être un peu abandonné au profit de la prévention médicamenteuse d'une seule maladie, l'infection VIH, et on en oublie toutes les autres. Alors qu'il y a quand même plus d'une trentaine d'agents sexuellement transmissibles, bactéries, virus, parasites. Plus d'une trentaine d'entre eux, il y en a 8 essentiels. Voilà, il y a 8 maladies sexuellement transmissibles qui sont très fréquentes, et il n'y en a que 4 qui sont curables. Dans votre ouvrage, on est passé rapidement dessus, peut-être Nicolas en dira un mot tout à l'heure. Vous évoquez bien évidemment la syphilis et le sida. Vous faites un historique très très complet de la syphilis. Là, je renvoie bien sûr nos auditeurs. Mais on a oublié, c'était la terreur absolue, elle a été très sévère, elle a touché de François Ier à nombre d'auteurs, d'écrivains, de peintres, de musiciens. Oui, absolument, une maladie très intéressante, la syphilis, arrivée en Europe probablement par les armées de Christophe Colomb, au retour de la découverte du Nouveau Monde, et puis après qui s'est diffusée en Europe et qui a été responsable de véritables ravages au début quand elle est arrivée. Après, au 19e siècle, 20e siècle, il y a eu toute la problématique. Alors, il y a eu les grands écrivains, les grands peintres, effectivement, Maupassant, Baudelaire, etc. Mais il y a eu tout le problème de l'hérédosyphilis, c'est-à-dire la transmission de la syphilis de la mère à l'enfant, un vrai drame. Et aujourd'hui, on revoit des syphilis congénitales. Là, aux États-Unis, en ce moment, il y a une explosion des syphilis congénitales. Donc, on va revoir des syphilis congénitales, oui, malheureusement. Vous expliquez dans votre livre qu'on ne peut plus obtenir de diagnostic en urgence au microscope.
Oui, c'est vrai. C'est une des régressions. On parle beaucoup d'IST, de MST, etc. Mais en même temps, on vit de véritables régressions, comme effectivement l'impossibilité aujourd'hui de faire le diagnostic de syphilis, enfin du chancre, en prélevant tout simplement et en regardant au microscope. C'est plus remboursé, c'est plus à la nomenclature. Alors, je ne parlerai pas des études scandaleuses, celles en particulier de Tuskegee, qu'on a déjà eu l'occasion de traiter dans cette émission, à l'origine d'essais thérapeutiques Ouais. qui sont hors de toute éthique. C'était pas un essai thérapeutique en fait, hein. C'était la surveillance de personnes atteintes de la syphilis. euh, mais quand le traitement est arrivé, c'est-à-dire On a continué on a quand même continué de les l'expérimentation. surveiller, on a continué de les surveiller sans les traiter, ce qui est véritablement scandaleux, quoi. Vous pouvez dire un mot, professeur Combes, sur l'historique du sida, donc là, dans les années 80, et l'arrivée de la ZT puis de la trithérapie qui a changé quand même l'attitude à la fois des patients et qui intervient peut-être dans la PrEP dont on va parler. L'historique du sida, c'est très intéressant, hein, parce que c'est une maladie qui vient d'Afrique, hein, qui a été transmise du singe à l'homme. Les bars de Kinshasa, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors non, en fait, ça vient du sud Cameroun. C'est d'abord quelqu'un contaminé dans le sud Cameroun, probablement un chasseur, qui a descendu le fleuve, d'abord l'affluent du fleuve Congo, puis le Congo, jusqu'à Kinshasa. Il ne pouvait pas aller plus loin, puisqu'après Kinshasa, il y a des cascades. Et puis là, il y a le lac Stanley. Et puis après, ça s'est répandu effectivement à Kinshasa. Pas uniquement par les bars et la prostitution, mais non, probablement... vous mettez en voilà. cause les dispensaires également. Voilà, les docteurs ont une belle importance pour amplifier les maladies, eux aussi. L'utilisation de matériel non On stérilisé. a traité des malades pour des sérologies de tréponématose, c'est-à-dire de la famille de la syphilis positive. Alors en fait, il faut savoir que dans les pays africains d'Afrique centrale à l'époque, il y avait une cousine de la syphilis qui s'appelle le pian, et qui positivait la sérologie de syphilis de la même manière que la syphilis elle-même. C'est-à-dire que sur la sérologie, on ne pouvait pas distinguer entre le pian et la syphilis. Et donc, il y a plein de gens qui avaient des cicatrices sérologiques dues au pian qu'ils avaient attrapé dans l'enfance et qu'on a traité comme des syphilis. Et à l'époque, le traitement de la syphilis, c'était une injection par jour pendant 15 jours. Et il y avait des milliers de patients à traiter parce qu'il y avait des milliers de personnes avec des sérologies positives qui n'avaient pas tous la syphilis, loin de là. Et on a traité ces malades sans précaution particulière. Et en fait, le VIH est aussi une infection nosocomiale qui a été transmise par la seringue. Et on s'aperçoit de l'importance de la géopolitique. Vous dites la décolonisation brutale belge laisse la place aux Haïtiens et très vite repartent chez eux, contaminent, et vous évoquez aussi le commerce du sang qui est un des facteurs de dissémination. Ça, c'est très intéressant, effectivement. C'est une histoire qui doit être vécue. Il faut connaître l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. C'est-à-dire que quand le Congo, dit belge, s'est séparés des Belges, et ils se sont retrouvés en grande difficulté. Ils n'avaient plus de fonctionnaires, ils n'avaient plus de médecins, ils n'avaient plus personne pour faire fonctionner correctement le pays. Donc, ils ont fait appel à des personnes dont il fallait qu'elles parlent français, si possible qu'elles soient noires, et enfin qu'elles soient, si possible, catholiques. Et du coup, les Haïtiens sont arrivés. Et en fait, quand ils sont repartis, les Haïtiens, un seul, probablement d'entre eux, a ramené le virus VIH du Congo à Haïti. Et après, ça a suffi pour que l'épidémie démarre à Haïti. Et là aussi, on retrouve les deux facteurs. On retrouve le facteur sexuel et le facteur iatrogène. Le facteur sexuel, parce que Haïti était un paradis touristique sexuel, pour les touristes notamment sexuels nord-américains. Mais aussi, c'était à la base du trafic du sang contaminé. Alors, dans votre ouvrage, bien évidemment, on parle de l'avant-sida, on parle du sida. Le sida, c'est le stade ultime de l'infection par le VIH. Et c'est une maladie qu'on a tendance à oublier. Vous dites qu'il faudrait pourtant continuer à dépister 95% des cas, traiter 95% avec une charge indétectable chez 95% d'entre eux. Et on arrive en fait à ce que vous avez expliqué tout à l'heure, la diminution progressive du safer gay.
Oui, bah le C'est faire 95, sexe. 95, 95, ça c'est une idée, c'est l'OMS, hein, c'est le slogan de l'OMS, hein, qui est un beau slogan. Hein. 95% des personnes infectées doivent être dépistées, 95% des personnes dépistées doivent être traitées, et 95% des personnes traitées doivent avoir une charge virale indétectable, et donc ils seront plus contagieux, et donc ils ne représenteront. Parce qu'il faut savoir, hein, une personne infectée par le VIH, correctement traitée, avec une charge virale négative, n'est pas contagieuse. Hein, c'est quand même très important. Donc en fait, si toutes les personnes infectées étaient dépistées, étaient traitées efficacement, il n'y aurait plus de transmission. On en vient, professeur Combe, à la PrEP, Ouais. qui est donc une grosse partie de votre ouvrage. Alors pour nos auditeurs, je crois que c'est important de l'expliquer. Oui, mais excusez-moi de vous reprendre, c'est pas une très grosse partie de mon ouvrage. C'est en fait. On a retenu voilà, surtout. en fait, les journalistes, les journalistes ont retenu cette et les partie. personnes qui avaient envie de me critiquer, parce qu'il y avait surtout des personnes qui n'ont même pas essayé de réfléchir, hein, qui m'ont critiqué d'emblée. Mais dans mon bouquin, je crois que sur la PrEP, il y a 10 pages. Vous parlez beaucoup de l'antibio-prophylaxie, de l'antibio-résistance, disons, bien entendu. Sur un bouquin de. Je ne sais plus comment il fait de pages. Mon bouquin, 250. Voilà, sur 250 pages, il y a 10 pages ou 15 pages sur la PrEP. Et les gens n'en ont retenu que ça. Et en fait, mon principal message avec la PrEP, c'était de dire la PrEP n'est pas une prévention des IST, c'est une prévention de la seule infection VIH. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Simplement, il y a le problème de l'adhérence au traitement, hein, parce que comme vous savez, quand on prend un traitement pour une maladie chronique, on n'est pas toujours adhérent au traitement. Donc vous imaginez à titre préventif comment on peut être adhérent. Voilà. Donc, mais malheureusement, la prévention des IST a été oubliée. Et donc du coup, c'est la porte ouverte à l'émergence de plein de problèmes que je révèle dans mon livre. Et d'ailleurs, l'histoire me donne raison, hein, parce que pour l'instant, la variole du singe, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une IST émergente qui est arrivée dans un groupe très à risque d'infection sexuellement transmissible. Dans ces quelques pages, puisque là, vous venez de dire qu'en fait, c'est qu'une dizaine de pages, et effectivement, on se rend compte, comme vous heurtez à certains lobbies, en particulier même les associations. Surtout les associations, et une association en particulier, qui a oublié qu'elle avait été la principale victime, que les gens qu'elle représente ont été la principale victime du sida, quoi. Et qui ont été la principale victime de la variole du singe aussi. Voilà, et simplement en dénonçant cela, on vous a traité je me suis fait traiter d'homophobe, de complice du sida, ce qui est quand même une merveille pour quelqu'un comme moi, qui est infectiologue et qui, dans les années 80, traitait les malades du sida, qui, pour 90% d'entre eux, étaient à l'époque gays. Mais bon, après, c'est la vie qui est comme ça. Mais en plus, c'est complètement stupide. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais en fait, il y a plein de personnes qui sont gays autour de ce livre. Il suffit de le lire correctement. Vous pouvez nous dire un mot sur la PrEP, précisément? C'est en fait une bithérapie? Oui, c'est ça. Ça consiste à prendre 2 médicaments pour prévenir la prévention du VIH par voie sexuelle. Donc, il y a 2 sortes de PrEP. Il y a la PrEP à la demande, c'est-à-dire vous la prenez le jour et les 2 jours qui suivent la relation sexuelle à risque. Et puis, il y a la PrEP en continu vous prenez. Sauf que vous expliquez que dans certains groupes homosexuels, la sexualité est quand même débridée, avec des rapports qui sont des rapports plus fréquents que la majorité de la population. C'est ce que j'appelle et vous dites que ces hypersexuels. patients qui, en fait, devraient le prendre le jour, le lendemain, le surlendemain, sont en continu sous bithérapie. Voilà, c'est ça exactement. Mais bon, c'est ce que j'appelle les hypersexuels, hein, parce que c'est qu'une minorité d'entre eux. Il ne faut quand même pas faire l'amalgame avec tous. Hein. Les dangers, donc, c'est qu'on oublie les IST et l'antibio-résistance. Et l'antibio-résistance, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, évidemment. Hein, ça va être une des principales causes de mortalité en maladies infectieuses dans les années qui viennent. Hein, on en est tout à fait conscient. Il y a eu plein d'articles qui ont été publiés là-dessus. L'émergence de la résistance aux antibiotiques des agents bactériens courants est le drame qui nous guette dans les années qui viennent. Oui. On aura des infections qu'on ne pourra plus traiter. Et en matière d'infection sexuellement transmissible, on en a déjà une pour laquelle on a quelques difficultés à la traiter. Vous expliquez qu'en fait, il y a une augmentation du risque de chlamydia d'un facteur 11, du gonocoque 25, de la syphilis de 44, multiplié par 44, et vous dites 90% des PrEPeurs font une IST dans l'année. Et on est, nous, sur le terrain, effectivement, confrontés à cette antibio-résistance.
L'antibiorésistance, elle va arriver progressivement, hein. C'est la pression de sélection, c'est-à-dire c'est l'usage des antibiotiques de plus en plus fréquent pour traiter une maladie donnée qui va conduire à l'apparition de résistance aux antibiotiques. Le bon exemple, c'est le gonocoque, hein. Le gonocoque devient de plus en plus résistant aux médicaments de première intention actuellement, qui est un antibiotique X, allez, la ceftriaxone, bref, peu importe. Mais en tout cas, on voit Un antibiotique injectable. Un antibiotique injectable, et on voit depuis une dizaine d'années la sensibilité du gonocoque qui diminue de plus en plus. Donc on augmente les doses de plus en plus, 250 puis 500, maintenant on est à 1 gramme, et puis demain on sait qu'on ne pourra même plus augmenter les doses, c'est-à-dire que le médicament deviendra inefficace. Comment on traite actuellement une infection urinaire ? Ça dépend. Vous voulez dire une infection sexuellement transmissible? Oui, bien sûr. Donc une infection sexuellement transmissible, ça dépend du germe, hein. Et comme je vous ai dit, il y a plus de 30 agents bactériens, 30 agents infectieux, bactéries, virus, parasites différents. Pour nos patients, on a évoqué aujourd'hui le gonocoque. Le gonocoque, c'est une injection intramusculaire aujourd'hui, hein. Chlamydia, avant, c'était 4 comprimés qu'on prenait d'un seul coup comme ça. C'est abandonné, je crois, le traitement minute voilà. qui est abandonné. C'est pour ça que je dis autrefois. Hein. C'est pour ça que je dis autrefois. En fait, il est toujours efficace sur chlamydia, mais le problème, c'est qu'il y a un germe qui est souvent associé, qui est Mycoplasma genitalium. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Mycoplasma genitalium, lui, est devenu ce que les anglo-saxons appellent un super bug, c'est-à-dire une super bestiole du fait de la résistance aux antibiotiques. Les mycoplasmes. Mycoplasma genitalium, hein, c'est le seul mycoplasme qui est pathogène aujourd'hui. Et celui-là, il est quand même de plus en plus résistant aux antibiotiques. Comment on fait, professeur Combe? Parce qu'on a beaucoup d'innovations en matière de vaccins, on a eu beaucoup d'ARN, tous les laboratoires, et on n'a pas d'antibiotiques. De vaccins. Alors, sur les vaccins, par exemple, il y a des vaccins qui sont quand même très efficaces. On a parlé du vaccin papillomavirus tout à l'heure, mais il n'y a pas de vaccin contre l'herpès. Il n'y a pas de nouvel antibiotique. La dernière classe était l'équinolone qui présente quand même des grosses difficultés d'utilisation. Alors, il y a quelques antibiotiques qui arrivent et qui sont à l'étude sur le gonocoque, mais on ne sait pas du tout. Pour l'instant, on ne connaît pas le profil de tolérance exact. C'est juste des études préliminaires pour le moment. Et pour le gonocoque, il y a un vaccin, puisque vous parliez de vaccin, qui est le vaccin méningocoque B, qui confère une certaine protection croisée contre le gonocoque, mais 30% simplement. Voilà, on arrive au terme de notre entretien à nous, mais on continuera cette discussion, ce cri d'alerte salutaire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le sexe, les nouveaux dangers, chez Bouquin Document. Merci. Professeur Combe, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. A tout de suite sur Radio J pour la deuxième partie de Réfoy le Mag. A tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Ravi de vous retrouver après cette courte pause pour continuer la discussion avec le professeur Éric Côme. Sexe, les nouveaux dangers parus chez Bouquin Documents. Dans cette première partie, voilà, vous avez raconté un peu l'origine, le rapport des continents un petit peu lointains de la syphilis, du sida qui est né au Cameroun. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'histoire dans cette deuxième partie, avec quelques questions sur l'histoire de la sexualité. Tout d'abord, peut-être vous raconter l'épitaphe, je ne sais pas si vous la connaissez, l'épitaphe de la belle Ferronnière. Ah oui, je la connais. Eh ben, on va la partager à nos auditeurs. La maîtresse de François Ier, dont t'as pas... Une des maîtresses. Une des maîtresses de François Ier. C'est pour évoquer la syphilis. Sigie la belle Ferronnière, dont les dangereuses faveurs, par les soins d'un jaloux qu'aveuglait ses fureurs, ont d'un galant monarque abrégé la carrière. Oui, c'est assez intéressant. Hein. C'est l'histoire d'un mari jaloux, en fait. Ouais. La syphilis de François Ier, c'est l'histoire d'un mari jaloux. Je l'avais raconté dans une version, mais malheureusement, mon directeur de collection, disons, a supprimé toute la partie historique, parce qu'en fait, la partie historique, j'adore l'histoire, et la partie historique était beaucoup plus documentée qu'elle ne l'était dans cet ouvrage-là. Mais malheureusement, ça a été supprimé, mais je racontais l'histoire de la belle Ferronnière, parce qu'elle est merveilleuse, cette histoire, évidemment. Quoi. L'histoire, c'est intéressant. Alors, parlons peut-être de la belle époque et des années folles. On dit souvent... C'est une époque, qui est inscrite dans l'histoire où il y a très peu de relations extra-conjugales. Il y en a, bien sûr, la naissance des lupanards, entre autres. Mais il y a très peu d'histoires extra-conjugales. On rappelle la phrase de Sacha Guitry. Les relations extra-conjugales, c'est exactement comme les relations conjugales, sauf que c'est extra. Voilà. Donc c'est une époque, les années folles, la belle époque, où les gens... restent fidèles à leur engagement dans la majorité des cas. Et donc, vous dites, dans le bouquin, les relations avant le mariage pour les femmes, extra-conjugales pour les deux sexes, sont réprouvées par la société. Et les tabous reculent progressivement au cours des années folles. Le baiser avec la langue est même un attentat à la pudeur jusqu'en 1881. Oui, c'est ça, à peu près, ouais. Oui, mais bon, en fait, il y avait quand même entre les lupanards, les bordels, c'est quand même... À quoi ressemble la sexualité, alors, dans ces années folles ? Ça dépend, je pense que pour les gens comme tout le monde, elle n'a rien de particulier, quoi. C'est juste une période qui est associée un peu à une grande libération. Vous savez, il y a une formule de Henry Miller... qui disait, que je cite dans le bouquin, je ne me rappelle plus exactement la formule, mais qui disait que Paris était la ville la plus attirante du monde. Il faisait clairement référence au tourisme sexuel. Et vous n'avez pas cité Flaubert, qui était... On sait que l'éducation sentimentale se termine comme ça, avec Frédéric Moreau et Deslauriers, qui disent, après n'avoir pas conquis le cœur de Madame Arnoux, Frédéric Moreau a cette phrase, le bordel, c'est ce que nous avons connu de meilleur. C'est ainsi que se termine l'éducation sentimentale de Flaubert, qui lui-même aura été atteint du côté du Moyen-Orient, dans sa jeunesse. Tout à fait, absolument. Il décrit ça dans une de ses lettres de voyage. Ça aussi, j'en parlais dans une autre version. Flaubert, oui, c'est merveilleux la manière dont il décrit la façon dont il a acquis la syphilis auprès d'une petite Turque ou d'une petite Maronite rencontrée au Liban. C'est au Liban qu'il a acquis la syphilis. La courtisane la plus fameuse du Liban, je crois. Je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Racontez-nous un petit peu peut-être la sexualité des Français, alors, parce qu'il y a un rapport qui est né de 2006, qui date de 2006. Qui date finalement. Dont on disait, oui, juste avant l'émission, que ça datait un petit peu, qu'il y en a un autre qui était peut-être sur le point de s'établir là. Alors oui, donc il y a eu plusieurs rapports sur la sexualité des Français. Il y en a eu 3 principaux. Le dernier, c'était effectivement en 2006. Celui d'avant, je crois que c'était en 1996 ou quelque chose comme ça. Et là, il n'y en a pas eu depuis 20 ans. Plus de 12 000 personnes de 18 à 69 ans, un peu plus de femmes que d'hommes, interrogées en 2005-2006, donc c'était par Ipsos.
Là, on dit, voilà, dans lequel est mentionné, stipulé que l'âge du premier rapport des hommes a baissé de 1 an et demi, de 18,8 ans pour les 65-69 ans à 17,2 ans pour les plus jeunes, et celui des femmes de 20,6 ans à 17,6 ans, soit de 3 ans quand même. Oui. Ça date de 2006. Oui, mais les femmes rattrapent les hommes, tout simplement. Elles avaient un peu de retard en la matière. Et donc là, pour répondre à votre question, il y a un nouveau rapport qui va sortir effectivement dans les mois qui viennent sur la sexualité des Français. Le nombre de partenaires augmente chez les femmes sans atteindre les hommes. Le nombre moyen de partenaires au cours de la vie, 4,4 pour les femmes et 11,6 pour les hommes. Oui, là encore, c'est une moyenne. C'était plus élevé pour les femmes les plus jeunes quand elles étaient interrogées par rapport aux femmes les plus anciennes. Et là aussi, je pense que les femmes vont rattraper les hommes progressivement. Vous dites les hommes comptabilisent toutes les femmes, les dames ne comptabilisent que ceux qui ont vraiment compté. Oui, c'est tout à fait possible. Voilà, on continue d'égrener un peu, de décortiquer la sexualité des Français. L'infidélité, qui n'est pas très répandue, 2,8% des femmes, 5,3% des hommes. Encore là, est-ce une statistique honnête? Je peux pas en juger. C'était en 2006. Honnêtement, je pense que c'était probablement un peu sous-estimé, mais je n'en suis pas sûr parce que c'était une enquête très très bien faite, par téléphone, par des enquêteurs anonymes. La qualité de cette enquête, la vie sexuelle des Français était remarquable. Stabilisation également de l'activité sexuelle. Voilà, l'activité sexuelle des femmes de plus de 50 ans augmente par rapport à ce sondage Ipsos fait par téléphone, donc de 2006. L'homosexualité qui concerne 4,1% des hommes, 4% des femmes. Voilà, c'était 2,6 en 1992, lors de l'enquête précédente. Oui, alors attention, il faut voir comment elle est définie. Parce qu'il y a deux manières de la définir, et c'était assez évident dans cette enquête. Il y avait avez-vous eu des relations sexuelles avec quelqu'un du même sexe au cours de votre vie? Et ça, ça renvoie à des expériences d'initiation à la sexualité qu'on peut tous avoir les uns les autres. Et il y avait avez-vous eu des relations avec quelqu'un du même sexe au cours des 10 dernières années? Et ce qui n'était pas du tout pareil. Et si vous regardez au cours des 10 dernières années, là, le chiffre était beaucoup moins élevé, me semble-t-il. Il était de l'ordre de 2%, simplement, et pas de 4%. Donc, élargissement du répertoire sexuel avec banalisation des relations orogénitales. Plus de 80... Qu'est-ce que c'est les relations orogénitales? Fellation et cunilingus, pour appeler les choses par leur nom. Il faut le dire. Plus de 80% des femmes ont expérimenté, 30% des femmes de 55-69 ans n'ont jamais essayé. L'échangisme est minoritaire et stable, 1,7%, je rappelle que c'est en 2006, 1,7% des femmes et 3,6% des hommes. La fréquentation des dames de compagnie, des prostituées, minoritaire et stable, 3,1% des hommes, plutôt jeunes, qui affirment avoir déjà fréquenté des prostituées. Le préservatif est largement utilisé. 89% des femmes, 88% des hommes en ont mis un. Oui, mais là on est à la sortie des années SIDA, donc c'est un peu logique. Et dans la tranche 60-79 ans pour le préservatif, c'était environ 10%. C'était environ 10% seulement. Là, c'était plutôt utilisé à visée contraceptive à ce moment-là. Ouais. Et enfin, les jeunes, environ 1 sur 2, restent assez mal informés sur les IST et le VIH avant le premier rapport. C'est mieux qu'avant, mais des progrès, vous l'avez dit, en première partie, restent à faire. Oui, et 20 ans après, on peut toujours dire que des progrès restent à faire, parce que je pense qu'au niveau éducation sexuelle, on n'est pas bon du tout. Juste avant de passer à la chronique de Vladimir Mitz qui nous a rejoint dans le studio, alors je ne sais pas si vous êtes marxiste, mais vous citez néanmoins Karl Marx. Vous avez en partie répondu d'ailleurs dans la première partie de l'entretien. Karl Marx qui dit que les événements se produisent 2 fois. La première comme une grande tragédie, la deuxième comme une farce sordide. Est-ce que c'est une épidémie plus grave que la variole du singe à laquelle nous devons nous attendre ? Oui, je sais, je suis très intéressé. C'est pour ça que je pense que par la répétition de l'histoire. Ça, c'est un principe philosophique, c'est Thucydide, 5 siècles avant Jésus-Christ, qui l'a énoncé en premier, ce principe de répétition de l'histoire. Et je pense que c'est très intéressant parce que en médecine, j'ai plein d'exemples de répétition de l'histoire quand même. Par exemple, je lisais pas très longtemps l'affaire Mediator. Le Mediator, c'est une répétition de l'histoire de l'isoméride. C'est absolument incroyable, quoi. Et ces répétitions de l'histoire, on n'apprend rien, on oublie tout.
Ça, honnêtement, je suis pas la bonne personne pour discuter de ça parce que mes connaissances philosophiques sont pas assez bonnes. Mais je pense que c'est une vraie question, un vrai sujet, cette histoire de répétition de l'histoire. Eh ben merci, professeur. Comme on passe tout de suite à la chronique de Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Bonjour Vladimir. Bonjour chers messieurs, chers collègues, bonjour. Et alors, une chronique qui a, comme chaque semaine, un lien avec la discussion du jour. Vladimir, on reparle des antibiotiques en chirurgie à cause de problèmes juridiques. Que se passe-t-il ? Voilà, je vous emmène en salle d'opération et je fais appel à vous parce que vous êtes un des grands combattants contre la transformation des microbes qui fait qu'on ne peut plus les contrôler. Tout le monde a en tête l'histoire de Guillaume Depardieu qui, en passant sous un tunnel en moto, chute sur une valise qu'une voiture avait laissé tomber. Il a une plaie du genou, il est transporté à l'hôpital, il va s'en suivre 17 opérations à cause d'une infection d'un germe qu'on appelle le staphylocoque pathogène, et il va finir par une amputation qui va aussi détruire son moral et sa vie, et il va donc disparaître à l'âge de 37 ans. Et le staphylocoque, nous, on le rencontre. Quand on est dans une salle d'opération, on fait quand même très attention. On a expliqué déjà ici comment on se lavait les mains. Ouais. Les orthopédistes ont tellement peur de cette infection osseuse du staphylocoque qui crée ce qu'on appelle des ostéomyélites, qu'à un moment donné, ils opéraient avec des scaphandres, avec un air qui était pulsé. Et finalement, on s'est rendu compte que même dans ces conditions extrêmes, le staphylocoque résistait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ce staphylocoque est si dangereux et pourquoi il se transforme ainsi ? Le staphylocoque doré, d'abord, c'est un germe qui est particulièrement répandu. On estime que 10% de la population peut le porter, et notamment on le porte principalement au niveau de nos narines. Donc, pour éviter de se mettre les doigts dans le nez. Là, on retombe encore sur les règles d'hygiène qui sont relativement banales, mais qui ne sont plus enseignées. Et on sait que, par exemple, si quelqu'un est opéré et a du staphylocoque doré dans le nez, eh bien, il a plus de risques d'être infecté au niveau du site opératoire que s'il n'a pas de staphylocoque dans le nez. Donc, il y a probablement des progrès à faire, effectivement. Et une autre manière d'éviter ça, comme vous le savez, c'est l'antibiothérapie qu'on donne de façon préventive avant d'opérer quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'au cours de chaque opération, on donne maintenant, de par la loi, une injection d'un antibiotique à large spectre. Mais le problème qu'on rencontre, c'est que malgré toutes nos précautions, un certain nombre de patients vont attraper un staphylocoque qui devient résistant. Et c'est cette résistance qui nous pose un problème, parce qu'on aura beau changer d'antibiotique à chaque fois, les mettre de plus en plus forts, on se retrouve finalement toujours avec des staphylocoques qui ont résisté et de plus en plus résistants, et puis parfois même qui s'associent avec d'autres microbes. Où en est la recherche de cette résistance ? Alors, honnêtement, au niveau du staphylocoque doré, je trouve quand même qu'en France, on a été bon. On a été, franchement, je vous le dis, par rapport aux États-Unis, par exemple, où là, la résistance aux antibiotiques du staphylocoque doré vraiment pose un énorme problème. Il y a de moins en moins d'antibiotiques efficaces aux États-Unis sur le staphylocoque doré. Mais en France, on n'a pas été si mauvais que ça. Enfin, même, je trouve qu'on a été bon. C'est-à-dire que les personnes qui géraient ce problème-là au niveau ministériel ont été particulièrement efficaces. Donc la résistance aux antibiotiques du staphylocoque n'a pas atteint le même degré en France qu'elle l'a atteint par exemple aux États-Unis ou dans des pays... Pour quelle raison, professeur Combe, aux États-Unis, à cause d'une prescription trop importante, trop systématique ? Exactement ça. C'est exactement ça le problème. C'est-à-dire aux États-Unis, on a trop prescrit d'antibiotiques. Et du coup, plus vous prescrivez un antibiotique, plus la pression de sélection qui est exercée sur ce germe que parfois vous avez en vous, sur vous, au niveau du nez, on a dit, plus la pression est importante et plus les résistances augmentent. Et c'est pour ça que l'un des principaux slogans, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a à peu près une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, voilà, les antibiotiques, c'est pas automatique. Très important. Et ça, on devrait le réenseigner. Parce que sinon, on va galvauder des cartouches hyper importantes. Alors, on a vécu d'autres drames, surtout dans par exemple, les opérations de réimplantation. On fait de la microchirurgie, un membre est coupé, un doigt, une main, on la remet en place, on recoue les os, les tendons, les nerfs, les petits vaisseaux. Et il y a une chose qu'on ne peut pas vraiment réparer tout de suite, c'est les canaux lymphatiques, c'est-à-dire les égouts de l'organisme. Et si une infection se propage à ce moment-là, et surtout avec un microbe terrifiant qui est le streptocoque hémolytique, tout est perdu. L'opération a réussi,
Et dans les jours qui suivent, petit à petit, il y a un pourrissement, les tissus noircissent, une infection se déclare, et c'est une infection qui est même grave parce qu'elle peut dépasser l'endroit où se trouvait la plaie pour gagner le corps entier. Et donc ce streptocoque hémolytique est un microbe d'une virulence terrible et pourtant d'une banalité aussi terrible. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur le streptocoque hémolytique ? Oui, alors le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, comme on dit en langage médical Streptococcus pyogenes, c'est l'agent de l'angine, par exemple. Vous voyez, donc c'est quand même un germe qui est particulièrement répandu, le streptocoque du groupe A. Mais comme vous le dites, ça peut aussi être un agent d'infection des parties molles, d'infection bactérienne, qui peut être particulièrement redoutable quand ce streptocoque a des particularités sécrète par exemple des toxines qui ont un pouvoir nécrotique plus important. Alors par opposition au staphylocoque doré, le streptocoque, alors le staphylocoque doré au départ, il était résistant à très très peu d'antibiotiques et puis progressivement il est devenu de plus en plus résistant aux antibiotiques. Le streptocoque, c'est pas tout à fait pareil. Le streptocoque au départ, il était sensible à très peu d'antibiotiques et très peu de résistances sont apparues. Ça fait partie des bactéries. Alors, il y a des résistances quand même, mais très peu par rapport au staphylocoque doré. C'est une bactérie qui ne mute pas facilement, qui ne devient pas facilement résistante aux antibiotiques. Donc voilà, le couple antibiotique-bactérie, c'est pas pareil selon la bactérie à laquelle on s'adresse. La disparition des endocardites ou des complications rénales qui étaient liées autrefois aux angines est liée à l'utilisation des antibiotiques ? Alors, en partie, pas uniquement. Il y a des raisons pour lesquelles il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Alors, les endocardites, malheureusement, n'ont pas complètement disparu. Ce à quoi vous faites allusion, c'est les endocardites sur cœur sain, qui, effectivement, elles, ont quasiment disparu. Par contre, aujourd'hui, c'est remplacé par les endocardites sur valve, c'est-à-dire ça retombe sur le problème de la chirurgie et des infections post-opératoires. Puis, Vladimir, vous qui êtes chirurgien, puisque les antibiotiques ne devraient pas être automatiques quand on est face à un abcès à l'intérieur du corps, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Est-ce que c'est quoi ? C'est antibio ou est-ce qu'il faut ouvrir ? À quel moment est-ce qu'on fait le choix ? Alors l'abcès, c'est un peu comme une éruption volcanique. Et il y a des petits abcès qui évoluent lentement, ça donne des petits frissons, il y a un peu de fumée qui sort. Et puis il y a des abcès qui peuvent être dévastateurs, surtout si l'état général du patient n'est pas bon. S'il est diabétique, s'il a une faiblesse immunitaire. Donc c'est le praticien qui Et donc, juge ça ? c'est vrai que c'est très important de se dire que quand on constate ou on voit un patient qui vient avec un abcès, on se pose deux questions dans l'immédiat. D'abord, est-ce qu'il faut l'inciser ? C'est-à-dire laisser sortir tout ce qui est mauvais à l'intérieur de l'abcès, parce que ça va supprimer la douleur et une grande partie des germes. Ou alors, est-ce qu'au contraire, il faut parier sur un traitement qui va circonscrire cet abcès, donc un traitement antibiotique, alors qu'on ne sait pas exactement quel est encore le microbe et qui est en train d'évoluer. Donc c'est vraiment l'expérience du praticien, en fonction des différents états de la plaie, de ce qu'il voit, qui va le conduire à prescrire des antibiotiques. Et moi, personnellement, je trouve qu'il y a aussi une solution qui n'est pas mal, qui est d'associer un antibiotique et un corticoïde en pommade que l'on met sur la peau, parce que cela permet de freiner un tout petit peu localement l'expansion de l'inflammation et de l'infection, sans encore donner des antibiotiques alors qu'on ne connaît pas la nature du germe. Et ce n'est que dans un deuxième temps, quand on a un petit peu freiné cette propagation, qu'on prendra la décision de l'incision. Parce que l'incision, c'est quand même brutal, ça peut faire partir des microbes à l'intérieur des lymphatiques et donc de diffuser l'infection. Je m'excuse, j'espère que j'ai été un petit peu clair, Bien mais sûr. pour répondre à votre question, l'abcès qui est le problème quotidien du dermatologue, du médecin, ou bien aussi celui qui s'occupe des maladies sexuellement transmissibles, c'est pas facile, c'est la clinique qui va prédominer. Pour les abcès, je pense qu'il faut rappeler quand même un principe hippocratique qui m'apparaît absolument fondamental. Hippocrate, notre maître, avait dit ibi pus, ibi evacuata. C'est-à-dire là où il y a du pus, il faut évacuer. Et ça, je pense que c'est vraiment la principale règle de prise en charge d'un abcès. Quand l'abcès est facilement accessible, par exemple un abcès sous-cutané, il faut inciser, il faut drainer. Ce n'est pas un chirurgien que je vais apprendre ça, alors que vous en avez fait beaucoup plus que moi. Par contre, quand l'abcès est difficile d'accès, par exemple comme dans le cerveau, là, effectivement, on utilise plutôt un traitement médical. Et puis, si vous avez un abcès du foie, on peut même ponctionner l'abcès sous radiologie, sous échographie ou même sous scanner. C'est possible. Merci, docteur Vladimir Mitz. On profite de la présence du professeur Éric Côme pour vous poser quelques questions sur vos deux précédents ouvrages, La maladie de Lyme et puis le Covid. Merci, Vladimir Mitz.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Il nous reste 5 minutes à passer avec vous, donc on en profite. Voilà, vos deux... Sexe, je rappelle, Sexe, les nouveaux dangers, bien sûr, paru chez Bouquin Document, dont on a largement parlé, c'est normal, c'est votre dernier ouvrage. Urgence sanitaire, l'antépénultième, l'avant-avant-dernier. Professeur Éric Côme, paru chez Robert Laffont. Juste voilà, revenons avec une question là sur le ou la Covid. Donnez-nous votre sentiment. Vous venez de parler d'Hippocrate. J'ai envie de convoquer Confucius à propos d'urgence sanitaire. Ce qu'on sait, savoir que l'on sait. Ce qu'on ne sait pas, savoir que l'on ne sait pas. C'est, j'imagine, votre ligne de conduite. Un mot sur... C'est savoir véritablement. C'est savoir véritablement. C'est ce que disait Confucius, ouais, absolument. Confucius, un grand maître, hein, c'est évident. J'ose pas vous demander votre avis alors sur l'évolution de l'épidémie de Covid. Alors honnêtement, pour moi, c'est comme je l'avais dit il y a 2 ans quelque part, hein, c'est la conclusion de mon bouquin de l'époque, quoi. C'est-à-dire que le virus va s'installer parmi nous. On a un exemple historique auquel on n'a jamais fait référence, ce qui est quand même absolument incroyable. On va retomber encore sur l'histoire. Mais on a déjà eu cette épidémie de coronavirus en 1889 ou 90, je me souviens plus exactement. Elle portait mal son nom parce qu'on l'a appelée la grippe russe, alors que c'était pas une grippe, elle venait quand même de Russie. C'était un coronavirus, c'était OC43, peu importe le terme. Et en fait, le Covid reproduit exactement l'épidémie d'OC43. C'était la même histoire. Voilà. Donc ce virus va s'installer parmi nous, et puis on va vivre avec ce coronavirus comme c'est le cas depuis quelques années maintenant. Bon, on sait que vous avez, comme sur ce dernier ouvrage, Sexe, les nouveaux dangers, étiez enquiquiné à l'époque. Il y avait des experts un peu autoproclamés, voilà, qui sont apparus sur les plateaux télé, et puis qui vous ont un peu embêté sur cette épidémie de Covid. On en parlait dans une chronique avec le docteur Serge Rafale la semaine dernière. Un mot des Covid longs, beaucoup des 2 millions de Covid longs, pas ceux qui ont des séquelles après une forme grave, pas ceux qui mettent du temps à récupérer, sont pour vous un syndrome de détresse corporelle plutôt qu'une maladie individualisée. Oui, je crois que ça apparaît de plus en plus clair, en tout cas pour les personnes qui s'en occupent au quotidien et qui voient ces malades, hein, ce qui est mon cas à l'Hôtel-Dieu de Paris, où il y a une équipe qui travaille très bien là-dessus. Et là, on vient de publier un article, l'équipe vient de publier un article qui montre que 75% des Covid longs, il s'agit en fait d'un syndrome de détresse corporelle, qui est exactement le même problème que j'avais souligné dans mon livre sur la maladie de Lyme. Sur la maladie de Lyme, vous avez été plus loin, c'était 99%. Il y avait... Ceux que vous receviez à la Pitié-Salée. 90%. Mais j'avais un biais de recrutement à l'époque. Mais en tout cas, pour le Covid long, oui, c'est plus de 75% des malades qui ont un trouble somatique fonctionnel ou syndrome de détresse corporelle. Et on peut prendre en charge ça. C'est difficile, mais on peut. Vous dites, on en parle de la maladie de Lyme, puisqu'il nous reste malheureusement 1 minute 30 à passer ensemble. Maladie de Lyme, réalité ou imposture. Il existe 900 tics identifiés. On parle beaucoup des punaises de lit en ce moment, mais c'est pas pour le même... ça se donne pas la même chose. Non. 900 tics identifiés dans le monde, une quarantaine en France, une demi-douzaine vectrices de maladies infectieuses, une seule en Europe. Une piqûre de tic est donc loin d'être un synonyme de maladie de Lyme. Oui, absolument, je confirme. Il y a combien de maladies de Lyme en réalité ? Ça dépend de quoi vous voulez parler. Une maladie de Lyme, il n'y en a qu'une seule. Des bactéries qui peuvent... de patients porteurs d'un Lyme en France, je pense. Patients porteurs d'un Lyme en France, c'est difficile à estimer. On a des appréciations indirectes, mais si on fait allusion, par exemple, au Neuro-Lyme, qui est une forme clinique de la maladie de Lyme, c'est en moins de 1000 malades hospitalisés par an. Eh bien, on l'aura compris tout au long de cette émission, vous allez au contact de l'histoire pour essayer de nous rapporter, de nous ramener des thématiques différentes. Il y a eu le Covid, il y a eu la maladie de Lyme. Aujourd'hui, c'est Sexe, les nouveaux dangers, avec la réalité de la vie sexuelle des Français et pas que à l'intérieur. Quel sera, je vous pose une question, le prochain ouvrage ? Écoutez, il est tout à fait possible que je m'arrête là. Vous en avez un peu soupé peut-être ? J'ai pris suffisamment de coups comme ça. Après, je suis ouvert à toute sollicitation. Bon, en tout cas, nous étions... Ouvrage salutaire, en tous les cas. Ouvrage salutaire, absolument. Nous étions ravis de vous accueillir. Merci j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En Toujours. tout cas, nous, ça a été un moment ravissant dans lequel on a appris, et j'espère que nos auditeurs ont appris beaucoup de choses. Donc, on se rue, voilà, sur Bouquin Document, paru chez Bouquin Document, Sexe,
Édition bouquin, exactement. Édition bouquin, Sexe, Bouquin les nouveaux édition. dangers du professeur Éric Côme. Merci infiniment de votre visite. Merci à vous. Et à bientôt sur Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.